monsieur. Pourquoi ce que j'ai fait est pire que ce qu'elle a fait elle? Parce que je suis venu m'assurer que justice soit faite. Pourquoi tu me demandes un truc pareil? Laisse tomber. Alors pourquoi? Je sais pas. Bah alors, juste, quoi? T'es pas très futé. Se Hein. débarrasser de Netflix totalement? Ouais. Murderer. Ils restent entre eux et s'installent dans une petite routine. Mon cher, c'est prouvé. Les cerveaux des pauvres ne sont pas comme les nôtres. Vous êtes sur la préface? La honte. Allez, apprendre à vous servir de cette nouvelle caméra. Elle me dit, mais c'est Delphine Seyrig. Il fallait consciemment que je fasse un effort pour ne pas parler de lui parce que c'était la seule chose qui m'intéressait vraiment. Tu as changé ma vie. Tu le sais, ça? Je souhaite toutefois apporter quand même une petite précision, parce que toutes ces personnes que nous avons rencontrées... Je suis sortie par la fenêtre. Ça te plaît? Oui. Moi aussi j'aime bien le tien, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas prendre une journée et ensuite retourner là-bas. Gustave nous a emmenés en montagne. On a depuis une heure. Ça va sûrement pas tarder. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la Comédie et je salue nos élus, les représentants de l'État, de la ville de Reims et des collectivités territoriales, mes collègues, les directeurs et directrices des structures culturelles rémoises, ainsi que leurs équipes et tous nos partenaires qui sont avec nous ce soir, la Boussole, Plurial Novilia, la Maïf, la Maison de Champagne Ayala et tous nos partenaires médias. Merci aux artistes, aux techniciens intermittents, aux acteurs du service public qui nous accompagnent chaque saison dans des projets ambitieux
pour nous permettre de donner accès à la comédie à un public le plus large possible. Merci aux enseignants, aux relais sociaux et associatifs qui s'engagent partout sur le territoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous étiez 60 000 spectateurs à assister aux représentations des projets portés par la Comédie la saison passée, dont la moitié en tournée et l'autre moitié ici à la Comédie. Et près de 10 000 de nos spectateurs et spectatrices ont aujourd'hui moins de 30 ans. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 7e saison qui clôt mon 2e mandat de directrice. J'ai récemment été renouvelée pour 3 ans. Ce sera donc mon 3e et mon dernier mandat ici. Je remercie l'État et les collectivités de m'accorder leur confiance et leur soutien pour ce projet. Je suis d'autant plus fière cette année de réussir à vous présenter cette belle saison dans le contexte difficile qui est le nôtre. Car comme partout en France, la Comédie, Centre dramatique national de Reims, connaît des baisses de subventions et des difficultés financières qui nous contraignent bien malgré nous à renoncer à certains projets. J'aimerais saluer l'engagement de mon équipe qui trouve chaque jour des solutions pour nous permettre de mener à bien notre mission première d'accompagnement des équipes artistiques au moment où tout l'écosystème culturel est fragilisé. Cette maison est celle des artistes et c'est aussi la vôtre. Elle est depuis plus de 50 ans un haut lieu de la décentralisation et de la création contemporaine. Et si elle l'est encore aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien, votre curiosité, votre enthousiasme grandissant d'année en année, comme en attestent les bons chiffres que je viens de vous énoncer. Paradoxalement, si la Comédie semble solide, elle se fragilise pourtant un peu plus chaque saison et a besoin de notre vigilance à toutes et à tous pour demeurer un espace de liberté et d'émancipation. Nous avons travaillé à une nouvelle brochure cette année qui rend plus lisible le projet et vous permettra, nous l'espérons, de mieux comprendre le fonctionnement de cette maison d'artistes. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir notamment le collectif d'artistes associés, Bénédicte Cherouti, Elsa Agnès, Noémie Sikova, Anne-Lise Heimburger, Pierre Nouvel et David Gesselson qui font vivre cette maison ici à Reims, mais aussi dans la région Grand Est et partout en France et à l'international. La Comédie est donc un lieu de création. Ces 4 salles sont occupées en permanence par des artistes au travail. Quand un spectacle joue dans une salle, un autre est en train d'être fabriqué dans une autre. Cette fabrique, nous vous y donnons accès chaque saison à travers des cartes blanches, des étapes de création, les projets intercales ou encore la plateforme de podcast et comédie. Nous y reviendrons dans un instant. Cet automne, cette saison sera marquée par 7 créations, dont 2 créées spécialement pour l'itinérance. Elles seront répétées et présentées en primeur à Reims avant de partir en tournée. Certains des artistes de la saison sont avec nous ce soir. Je les remercie d'être là. Ainsi que Sébastien Evenot, artiste associé à la direction depuis mon arrivée en 2019, qui présente cette soirée avec moi. Bonsoir. Sébastien. La Comédie, c'est aussi un lieu de vie pour toutes et tous, ouvert toute la saison. Vous pourrez découvrir le bâtiment à travers des visites ou des expositions, pratiquer le théâtre grâce à des stages, des ateliers ou encore déjeuner ou dîner au restaurant dont nous avons confié la gestion à une nouvelle équipe cette année que vous pourrez rencontrer dès ce soir sur le parvis après cette présentation. Nous avons, dans nos murs, depuis 2021, une jeune troupe mutualisée avec le Centre dramatique national de Colmar, la Comédie de Colmar. Ensemble, nous avons créé une troupe régionale composée de 6 artistes issus depuis moins de 7 ans d'école nationale. Vous les retrouverez sur scène cette saison, ils sont là, et je vais les laisser se présenter. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Jacques-Joël Delgado, je fais partie de la jeune troupe depuis maintenant 2 saisons, donc la saison précédente et pour cette saison. La jeune troupe, c'est un système d'insertion pour les élèves sortant d'École nationale supérieure d'art dramatique, où on participe à 2 missions dans les CDN, que ce soit les missions artistiques et les missions d'action culturelle.
Donc en mission artistique, la saison dernière, j'ai participé à 2 spectacles qui ont tourné en itinérance. Far Away, le spectacle, écrit par Caril Churchill et mis en scène par Chloé ici présente. Et Conseil ont bombardé, écrit par Alexis ici aussi, et mis en scène par Elsa Agnès. Et cette saison, vous pourrez me retrouver dans Mary Stuart, le premier spectacle de la saison mis en scène par Chloé, et dans S'arracher, en itinérance aussi, inspiré du roman de Marc Dagneau et mis en scène par Noémie Sikova. Et pour les actions culturelles, on a donné des stages et des ateliers à tout type de public, que ce soit lycée, étudiants, plus jeunes, aussi des maisons de quartier et aussi des associations comme l'AFT. Et avec Alexis, la saison dernière, on a aussi animé l'atelier hebdomadaire tous les lundis soirs. Et aussi, il y a Léna Rossetti qui est tout à gauche, qui joue aussi dans S'arracher avec nous en itinérance. Voilà. Qui fait partie de la troupe côté Colmar, qui n'est pas là ce soir parce qu'ils sont retenus à Colmar. Bonsoir, donc moi je m'appelle Alexis Mullard, je suis auteur et dramaturge. La saison dernière, pour ce qui est des ateliers, des actions culturelles, pareil, c'était avec tout type de public, donc des étudiants, des collégiens, avec le collège des Trois Fontaines à Reims, avec les détenus du centre pénitentiaire de Laon, et puis des patients du service d'addictologie du CAMP de Reims. Donc ça c'est pour les actions culturelles. Du côté de l'écriture, donc j'ai écrit un texte pour le TD Day, le Theatre for Democracy Day, qu'on parlera tout à l'heure. Et donc Conseil ont bombardé pour l'itinérance en entreprise. Et j'ai travaillé aussi sur le spectacle Far Away et Mary Stuart qui sera créé tout bientôt. Cette saison, je prends en charge l'atelier hebdomadaire tous les lundis soirs qui change un peu de format puisque ça devient un atelier d'écriture et non plus un atelier de pratique théâtrale. Donc c'est ouvert à tous les jeunes de 15 à 20 ans qui souhaitent écrire ou qui sont curieux mais n'ont pas encore franchi le cap. Donc c'est tous les lundis soirs à partir d'octobre, de 19h à 21h. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés, puisqu'il reste très très peu de place, donc n'hésitez pas. Et cette saison, les cartes blanches également changent un petit peu de format, puisque cette année ce sont des auteurs et des autrices qui s'en occuperont. Ils et elles seront 5. La première carte blanche sera confiée à Marcos Carames Blanco, qui est auteur et qui a notamment écrit Bois brûlé, que vous découvrirez cette saison. La deuxième carte blanche sera confiée à Mylène Tournier, qui est autrice et poétesse, qui a écrit Un jour sans vent, une Orestie, mis en scène par Das Plateau à la Comédie cette saison également. La troisième carte blanche sera confiée à Sarah Calcine, qui est actrice et metteuse en scène, qui viendra avec un projet autour d'un roman qui s'appelle Pour Britney, de Louise Chenevière. Sarah Calcine, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle faisait partie de la seconde jeune troupe ici. L'avant-dernière carte blanche sera confiée à Claudine Galéa, qui est autrice et romancière, qui est une figure majeure de l'écriture théâtrale aujourd'hui en France. Et enfin, la dernière sera confiée à Pauline Perrade, qui est également autrice et romancière. Donc le contenu détaillé de ces cartes blanches, pour l'instant, ça reste un peu de l'ordre de la surprise. Mais voilà, en tout cas, on vous y invite. Et puis, chaque carte blanche, toujours, sera suivie d'un verre de l'amitié. Merci. Et c'est Alexis qui a écrit aussi tous les textes de la brochure cette année. Et bonsoir, alors moi je suis Marie, je suis toute nouvelle dans la jeune troupe. Je suis sortante diplômée de l'École du Nord à Lille. L'année dernière, j'étais en tournée avec notre spectacle de sortie qui s'appelait Tragédie, mis en scène donc par David Bobet, et aussi un spectacle jeune public qui s'appelle Ma couleur préférée, dont je reparle dans 2 minutes. Cette année, je suis aussi dans S'arracher de Noémie Sikova avec Léna et Jacques Joël, aussi dans Mary Stuart de Chloé, et aussi les actions culturelles sur la région. Alexis et Jacques Joël vont m'initier, car je n'ai jamais fait pour l'instant. Voilà, et donc ma couleur préférée, je rejoue cette année avec mes 2 compatriotes à Reims pendant une semaine. Ma couleur préférée, c'est un spectacle jeune public, c'est à partir de 6 ans. C'est 3 amis qui cherchent la couleur idéale pour repeindre leur maison. Alors bien sûr, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même couleur préférée, donc ils se chamaillent, ils cherchent. Et par ça, on va parler du noir de Soulages, des tournesols de Van Gogh, du rouge qui évoque la colère, le jaune la joie, voilà. Tout ça dans beaucoup de musique, de chants, de jeux de lumière, de vidéos.
Voilà, et ça finit dans un feu d'artifice, c'est ça que je voulais dire, un feu d'artifice multicolore. Et voilà. Et alors le spectacle il a été créé en 2021, donc moi j'étais pas encore sortante de mon école, donc c'est pas moi qui ai créé le rôle à la base. Je vous dis ça parce qu'il va y avoir un petit teaser et que je ne suis pas dans le teaser, mais ça sera bien moi qui jouera à Reims. Voilà, merci. Merci. Alors Marie Stuart, c'est le premier spectacle de la saison, mais j'ai oublié de vous parler des étapes de création juste avant. Donc je vous dis quand même juste un mot. Les étapes de création, c'est des ouvertures de travail en cours. Donc ça peut être une répétition ouverte, ça peut être un filage si c'est la fin du travail, ça peut, enfin voilà, c'est ou dans le décor, ou ça dépend où l'équipe en est au moment où elle ouvre son travail, mais c'est voilà, des équipes qui répètent ici, qui ouvrent le travail. Donc, deux spectacles que vous allez voir dans la saison, vous allez voir dans le programme, il y en a qui sont cette saison, et il y a des étapes de création que vous ne verrez pas dans la saison, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des spectacles qui sont en création et qui seront présentés la saison 26-27. Notamment, on a une jeune compagnie rémoise qui s'appelle Palabre Palabre, qui vient avec son projet qui s'appelle Vasari. On accueille aussi Philippe Giordiani, directeur de Césarée avec Solaris, et Anne-Lise Heimburger, notre artiste associée, avec Samuel Achache, qui fait un projet sur les fanfares qui s'appellera « Fanfare, tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux ». Et ça, ce sont donc des étapes de création auxquelles vous pourrez assister cette année pour venir voir le spectacle l'année d'après. Et puis, Marie Stuart. Donc Marie Stuart, c'est Schiller. C'est une pièce qui est écrite en 1800, mais qui se passe en 1587. La reine d'Écosse, Marie Stuart, catholique, est enfermée depuis 20 ans en Angleterre. Elle est emprisonnée par la reine Élisabeth Ier, qui est reine d'Angleterre et qui est, elle, protestante. La pièce s'inspire de la réalité historique, mais Schiller en fait une vraie fiction. Il mélange des éléments historiques, il invente d'autres choses et même il mélange des éléments historiques qui ne sont pas tout à fait passés à ce moment-là. Notamment, il y a énormément de références à la ville de Reims dans le texte. C'est aussi ça qui m'a aussi rendue curieuse comme ça quand je l'ai lu la première fois, puisque toute la rébellion, résistance, je ne sais pas comment appeler ça, c'est la compagnie de Jésus, donc c'est les prêtres qu'on formait, les prêtres catholiques qui étaient formés pour récupérer l'église anglaise qui donc était l'église qui était aux mains des protestants. Donc en fait, il y a tout un... Voilà, Reims c'est vraiment au cœur de l'action, même si ça ne se passe pas à Reims, on en parle beaucoup. La pièce se découpe en 5 actes, donc c'est une alternance entre un acte Marie Stuart, un acte Élisabeth, puis ces actes ils sont vraiment très différents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des énergies très différentes, des univers vraiment presque opposés, et puis ça se rejoint à l'acte 3, c'est comme si on avait 2 spectacles, un premier spectacle, un deuxième spectacle, et puis dans la deuxième partie, les 2 spectacles fusionnent, et notamment dans l'acte 3 où Schiller écrit une rencontre entre les 2 reines qu'on attend depuis le début, qui n'a en fait jamais existé, c'est lui qui l'a inventé, en fait dans la vraie vie elles se sont jamais vues. Donc lui l'invente. C'est un travail qui est d'une part très cinématographique et puis d'autre part très théâtral, on a vraiment les deux. Et puis donc comme je vous disais, tout ça fusionne dans la seconde partie du spectacle. C'est un scénario incroyable. Bien sûr, même si on imagine comment tout ça peut se terminer, pour ceux qui connaissent la vraie vie, la vraie histoire de Marie Stuart, il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'intrigues parallèles, beaucoup de rebondissements. Voilà. Ça m'a beaucoup intéressé aussi ce face-à-face entre 2 femmes de pouvoir dans un univers qui est donc très masculin, très patriarcal, mais qui sont vraiment les femmes qui règnent. C'est 2 rôles d'actrices incroyables. C'est Bénédicte Cheruti, donc qui est sur la photo,
que vous connaissez pour certains qui joue Marie, et Océane Mosas qui joue Elisabeth. C'est une grosse distribution, ils sont 12. Voilà, le rapport au pouvoir, à l'instrumentalisation du peuple ou de la religion, par exemple, amène aussi beaucoup de modernité dans cette pièce. C'est une traduction qui est très intéressante et qui conserve la poésie du texte tout en le rendant concret, je crois. On a décidé de rester dans l'époque avec les costumes, les accessoires du XVIe siècle. Ça s'inspire du XVIe siècle et ça s'inscrit dans un décor qui, lui, est très contemporain, qui est en fait juste derrière, là. C'est pour ça qu'on est si près de vous ce soir, parce qu'en fait, il y a tout le décor derrière, mais on ne va pas vous le montrer. On va vous laisser la surprise pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis voilà, c'est aussi pour faire dialoguer les époques et donner à entendre aujourd'hui ce texte qui est donc toujours d'une grande modernité et même sur certains points d'une grande actualité. Et puis je vais vous laisser avec Anne-Lise M. Burger qui va vous parler des comédies. Bonsoir Reims et salut la comédie. Ici Anne-Lise M. Burger pour vous dire quelques mots, puisque je ne peux pas être des vôtres ce soir, vous dire quelques mots de quelque chose qui justement ne dépend pas du présent, même s'il va le saisir, c'est-à-dire les podcasts, la radio, les ondes. On a créé plusieurs collections avec la Comédie de Reims, chapeautées, pensées, conçues avec Martin Kénéen. La première s'appelle À l'Est, c'est une sorte de plongeon dans un territoire qui se situe dans le Grand Est, plus ou moins près de Reims. La première qui a ouvert la voie, c'est Elsa Agnès, qui est des vôtres ce soir, avec Artémis, actrice. Et alors on suit Artémis qui se perd à l'aveugle dans Reims et qui, je crois, va à la rencontre de cette ville comme on ne la connaît pas. L'an passé, c'est moi qui me suis comme ça payée un fantasme, et j'ai intitulé ça le fantasme de la fanfare, et je suis allée à la rencontre des fanfares, des harmonies et des brass bands dans le Grand Est, et particulièrement à Épernay, à Reims, et également à Wissembourg en Alsace. Cette année, c'est Bénédicte Cherouti qui va mener l'enquête dans un territoire qui lui est inconnu, dans ces environs-là, donc ce sera à écouter bientôt en ligne aux alentours de Noël. Et puis il y a aussi l'autre collection qui s'appelle L'Enfance de l'Art, où on a proposé aux élèves qui sont 2 ans en formation à la comédie pour intégrer les grandes écoles de théâtre, on leur propose d'aller à la rencontre de 3 invités, de 3 acteurs ou artistes qui sont présents dans la saison et qui sont à nos yeux de grands artistes. Et ces élèves, depuis du haut de leur début, vont interroger ces 3 artistes sur leur début. On a des interviews que vous pouvez écouter, des masterclass avec Vladislav Gallard, Judith Henry, Laurent Poitrenaud, Evelyne Didi et j'en passe. Cette année, c'est Koen de Sutter qui jouera dans Marie Stuart, mis en scène par Chloé Dabert. C'est Dominique Raymond au printemps et puis Sylvain Creusevaux avec son acolyte Arthur Igual qui seront les invités de l'Enfance de l'Art. Sur la plateforme Ecomédie, vous pouvez également trouver toutes sortes de documents sonores, réalisations qui accompagnent des créations itinérantes comme Paysages avec traces, où Aurore Fatier l'an dernier, avec ses acteurs, est allée à la rencontre d'une agricultrice et aussi d'un chasseur. Et puis, il y a bien sûr les cartographies sensibles menées par Noémie Xikova, qui, elle aussi, va se perdre dans différents quartiers de Reims et va à la rencontre de ses habitants. Voilà, tout ça se retrouve sur des plateformes très fameuses comme Deezer, Spotify, en tapant L'Enfance de l'Art ou À l'Est, et également sur la plateforme Ecomédie. Vive les ondes, je vous salue et je vous dis à très bientôt. En octobre, nous sommes heureux d'accueillir à l'atelier le Sunnyside Festival en partenariat avec la coopérative rémoise Jazzus, et c'est Gilles Gauthier, je crois, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Ouais, tiens. Bah, bienvenue. Eh bien, merci pour cet accueil et cette nouvelle édition qui se déroulera donc à l'atelier de la comédie. On aura le plaisir d'être à nouveau sur 3 soirées avec des thématiques différentes à chaque fois. La première soirée, donc j'ai mon petit programme que vous pourrez retrouver à l'entrée. D'ailleurs, il y en a un certain nombre à votre disposition. Une soirée, la première soirée, donc le mercredi 8 octobre, une thématique plutôt jazz noise et qui mélange donc le jazz, l'improvisation et les rythmes plutôt rock avec deux groupes débordants d'énergie, Marlboro Bled et une première partie vraiment très intéressante à découvrir, le groupe Na.
Le lendemain, le jeudi, nous aurons là une thématique plus jazz, on va dire contemporain, français, avec une tête d'affiche, l'excellent saxophoniste Émile Parisien. Et en première partie, une création dont ça sera une des premières représentations en France d'un tout nouveau trio qui s'appelle Ignatus, un instrumentarium assez particulier dans lequel on retrouve une altiste, une accordéoniste et une joueuse de nickel harpa. Je ne sais pas si vous connaissez cet étrange instrument scandinave, une sorte de cousin de la vielle à roue. Donc c'est assez particulier dans l'univers du jazz, qui mêle donc musique improvisée, acoustique et beaucoup d'électronique aussi dans le traitement du son. Et petit point d'orgue sur ce passage à l'atelier de la Comédie, avec une soirée dédiée à l'Afrique. Donc on l'a intitulé Africa Today, avec cette fois Def Mama Def, donc une proposition qui mêle du rap et des musiques traditionnelles africaines. Donc toute la soirée va être extrêmement dansante, très rythmée, et on retrouvera aussi en première partie un groupe qui s'appelle Gambri Superstar, dans lequel vous retrouverez un artiste que nous avons accueilli sur un projet extrêmement électro précédemment à la cartonnerie, qui s'appelle Lova Lova. Donc là, c'est une soirée à ne pas rater, la soirée Africa Today, le vendredi. Voilà. Et encore, grand merci pour cet accueil. Merci Gilles. À tout de suite. Je prends ça. Merci. On en est où là? Ah bah c'est à moi, ok. Ça commence bien. Alors la compagnie Das Plateau crée cette saison à la Comédie Un jour sans vent d'après l'Orestie d'Eschyle. Un jour sans vent, c'est le jour qui précède la guerre de Troie, quand la flotte grecque ne peut plus avancer, faute de vent. Vous avez pu découvrir le travail de Das Plateau à l'occasion des représentations du Petit Chaperon Rouge en 2023. Et dans leur travail, ils développent une écriture scénique qui mêle théâtre, littérature, musique et art visuel. Et je laisse Céleste Germe vous en parler. Bonjour à toutes et à tous, je suis Céleste Germe, metteuse en scène de la compagnie Das Plateau, et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter notre nouveau spectacle, Un jour sans vent, une Orestie, que nous aurons la joie de finaliser, puis de créer ici à Reims, dans la grande et belle salle de la Comédie. Un jour sans vent est une traversée rapide en 1h45 environ, et avec 3 interprètes seulement qui prennent en charge une multitude de rôles, de la plus ancienne tragédie grecque qui nous soit parvenue complète, l'Orestie d'Eschyle. C'est une traversée vue d'aujourd'hui, depuis notre monde contemporain, et vue depuis notre regard de femme. Avec Maëlys Ricordo, collaboratrice artistique et actrice de Das Plateau, et avec Mylène Tournier, poétesse, nous avons plongé pendant des mois et des mois dans cette œuvre monumentale qui date d'il y a 2500 ans. Nous l'avons lu, relu, parcouru en tous sens, et ce qui nous a absolument fascinés et auquel nous ne nous attendions pas, c'est la manière dont l'œuvre d'Eschyle relie une réflexion poussée sur nos systèmes et nos organisations politiques avec la question des rapports de lutte entre les hommes et les femmes. Construite en 3 livres, l'Orestie traverse la question de la guerre et de l'impérialisme dans le premier livre, Agamemnon, la question de la tyrannie et de la haine dans le second livre, Les Coëphores, la fragile et ô combien imparfaite démocratie dans le dernier livre, Les Euménides, qui met en scène la naissance de la justice humaine comme instance de régulation et de pacification de la société. Et puis, en novembre, Au-delà de toute mesure, qui est le second texte, la seconde création d'Elsa Agnès, actrice, autrice et metteuse en scène associée à la Comédie, après Le Caméléon qu'elle a déjà créé ici en 2023 et qui est là pour nous parler de son projet. Bonsoir Elsa. Tiens, merci. Bonsoir. Donc, Au-delà de toute mesure, c'est donc le deuxième texte que j'écris. Et cette fois, j'avais une volonté de ne plus écrire un monologue et d'écrire des situations avec des dialogues qui agissent au présent sur les personnages. Voilà. Elsa, on est là.
Quoi ? Tu peux t'asseoir si tu veux. Hein. Tu étais parti. Tu peux t'asseoir, mais tu fais comme tu veux. Je croyais qu'il... Non, pardon, mais attendez, je suis trop détendue, je préfère. Mais je sais pas, ok, d'accord. Ok. Si tu préfères être tendu, vas-y. En t'en était où ? Je sais plus. Ok, donc donc voilà, donc c'est une pièce à 3 personnages qui se passe dans un musée. C'est un musée à Venise. Ça ressemble à l'Accademia pour ceux qui connaissent, mais c'est pas l'Accademia parce que j'y ai placé les œuvres dont j'avais besoin pour la dramaturgie. Donc il y a du Caravage parce que j'ai une sorte d'obsession de ce peintre. Il y a Lotto aussi, Bellini, Parmigiano, etc. C'est des œuvres qui à chaque fois dans l'histoire vont venir par le regard, la vue de ces œuvres par les personnages, par révéler, enclencher des conversations, déclencher, faire un effet, provoquer quelque chose chez eux, et ils vont se parler. Donc c'est l'histoire de ces 2 gardiens, il y en a un qui est là depuis très longtemps, bien qu'il soit très jeune. Je dis qu'il fait ce métier comme on se passe le métier de gondolier à Venise. Lui, c'est de génération en génération, il est gardien, mais il est jeune encore. Et puis il y a une femme qui est là depuis à peu près 6 mois, qui a un passé un petit peu agité qu'on comprendra plus tard. Et il va y avoir une visiteuse qui s'appelle Violaine qui va venir tous les jours pendant 7 jours. Et très vite, ils vont rentrer au cœur du sujet, au vif du sujet, dans des conversations grâce à la vue de certaines peintures, et ils vont se remettre un petit peu en mouvement. Ils étaient tous les 3 pris dans une immobilité assez grande. C'est surtout 3 solitudes assez fortes, et ils vont créer cette petite communauté qui va les faire de fil en aiguille et jusqu'à la fin se déplacer un petit peu, changer un petit peu. Et il y a un mouvement salutaire qui va pouvoir avoir lieu. Voilà, donc l'espace, la scénographie était très importante dans ce projet, parce qu'on est entre une salle de repos avec la machine à sandwich, la bonbonne à eau vide, et la salle du musée. Donc il fallait trouver un espace qui puisse faire exister ces 2 zones, et puis dans l'écriture, elles se floutent, elles se rencontrent, voilà, il y a quelque chose d'un peu trouble avec ces zones. Donc il y a une dimension comme ça assez importante du beau, de la beauté du lieu qu'est le musée, et puis en même temps l'ambiance, c'est très important de sentir l'ambiance du musée qui fait que on est dans la parole se livre assez vite en fait entre eux. Donc voilà, donc on est 3, moi j'ai écrit le texte et je joue dedans et je le mets en scène, ça fait beaucoup. Et il y a Catherine Vinatier qui est au plateau, et Mathéo Renouf qui est aussi danseur, donc il y a une dimension corporelle assez importante dans le spectacle. L'année dernière, tu avais fait une lecture à la médiathèque Falala, qui est en plein centre-ville de Reims. Oui. D'un texte que tu avais écrit et qui parlait justement déjà de ton obsession des tableaux et des musées. Est-ce qu'il y a un rapport, ou pour ceux qui l'ont peut-être vu, est-ce qu'il y a un rapport, ou c'est juste ton obsession qui se développe ? Elle est tenace, donc ça veut dire que voilà. Je la creuse. Oui, je crois que le rapport, j'avais envie de vraiment travailler sur le rapport entre l'écriture et la peinture, comment la peinture m'a fait écrire, et puis parler dans cette expérience à la médiathèque Falala, c'était ce que la vue d'une œuvre d'art provoque en nous. C'était de prendre un peu, l'idée, c'est un peu de tenter des expériences et de partir du parti pris que ça peut vraiment opérer une métamorphose importante. Donc je crois que je cherche autour de cette question, de ce que ça provoque par effet de reconnaissance, de miroir, d'écho, ou alors de rejet, qu'est-ce que ça permet ? Je crois que ça permet de vivre mieux, voilà. Enfin, okay. Pour être un petit peu voilà, carrément. Bon, mais très bien. Alors, tant qu'on a Elsa sous la main, qui est artiste associée à la Comédie de Reims, on peut dire aussi que Elsa va faire plusieurs choses cette année à la Comédie de Reims. Elle va notamment mettre en espace une lecture pendant Far Away, je vous en parlerai tout à l'heure, sur un texte argentin. Et tu auras aussi la chance, je dis ça parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle ce soir, tu as la chance de terminer l'année par un atelier avec la classe de la Comédie de Reims, la nouvelle promotion, et dont vous verrez ce travail pendant la nuit à Reims. On vous en parlera tout à l'heure aussi. Donc vous verrez
Elsa un peu plus longtemps cette année. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Elsa. Petite surprise comme ça. Édouard III. Alors, Édouard III, c'est Cédric Gourmelon, le directeur du théâtre de Béthune dans les Hauts-de-France, qui signe la création française d'Édouard III. C'est une pièce récemment attribuée à William Shakespeare et jamais encore montée en France. La pièce retrace des épisodes du règne d'Édouard III, de ses ambitions, petite mouche, théâtrales, territoriales et des débuts de la guerre de Cent Ans, mais aussi de ses amours. Au début de la pièce, le roi d'Angleterre, Édouard III, pourtant déjà marié, tombe éperdument amoureux de la comtesse de Salisbury, parce qu'elle a, qu'il tente, malgré ses réticences à elle, de conquérir par tous les moyens. Ce début concentre les tensions entre désir personnel et devoir royal. Finalement, il reconnaît son erreur, il renonce à sa passion, en sort grandi et plus digne de mener la guerre contre la France. De ses amours tourmentés à ses faits de guerre, la pièce relate cette vie mouvementée d'un homme devenu une légende de son vivant. Tragique, comique, grave, romantique, flirtant parfois avec les limites du loufoque, Édouard III se joue des registres avec une étonnante liberté. Dans la lignée de la tradition shakespearienne, Cédric Gourmelon a choisi de s'entourer d'une troupe d'acteurs, d'actrices, mêlant les générations et qui embrasse à la liberté du théâtre élisabétain à travers le choix d'un théâtre populaire. Petite chose, vous verrez très peu d'extraits de spectacles cette année parce qu'il y a énormément, voire quasiment que des créations, qui est un peu l'ADN d'un CDN. Donc, pas beaucoup d'extraits de spectacles, parce qu'ils sont en train de se créer ou ils vont être créés. Donc, voilà. Petite précision. Alors, Édouard Chapeau, qui est le nouveau directeur de la Comète, la scène nationale de Châlons, qui est là, qui va arriver. En fait, on a un nouveau partenariat ensemble. Voilà. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est sa première saison. C'est vrai ? Eh ben, bienvenue, Édouard. On s'assoit ? Tu t'assois ? Oui. Bonsoir. Aucun rapport avec Édouard III tout à l'heure. Non, mais on enchaîne les Édouards, en effet. Ça. Je viens de vous parler du mariage forcé qu'on programme à la Comète en décembre. On va vous expliquer, on met en place des navettes, etc. Un spectacle qui est donc de Molière en prose, qui est d'une modernité assez folle. Parce qu'ici on ne suit pas la douce, la naïve, la sage Agnès, mais Dorimène, forte, qui va utiliser le mariage et la fonction du mariage pour s'émanciper, pour gagner une forme de liberté, notamment pécuniaire, au détriment du pauvre Sganarelle, qui va être un peu le dindon de la farce. Tout l'humour de la pièce réside dans ces quiproquos qui vont se créer avec lui, qui pense tout maîtriser, qui pense contrôler absolument tout. Et en fait, on attend tous, les comédiens, les personnages comme vous, sa mort. Je ne vous dirai pas si elle arrive ou pas. C'est un texte qui est assez peu monté, et généralement plutôt dans sa forme originale de comédie-ballet. Et ici, vous n'entendrez pas Lully, qui avait créé à l'époque le spectacle, parce que c'est le Moonstrom qui le monte, et ils sont toujours là où on les attend pas. Le Moonstrom, vous avez pu les voir l'année dernière avec Macbeth. Moi, programmateur, j'étais très jaloux que ça soit, mais je l'avais découvert ici, parce que c'est vraiment, vraiment formidable. Là, le Moonstrom s'attache plus au texte et à ces 10 actes qui sont un peu comme 10 sketchs d'une certaine manière, au masque, qui est un peu leur marque de fabrique et qui permet de figer leur comportement, leurs attitudes, parce qu'ils sont tous assez caricaturaux quand même, et aux costumes qui sont de Christian Lacroix et qui sont incroyables. Donc avec toute la troupe de la Comédie Française, dont Benjamin Laverne, que vous aviez peut-être vu dans Fanfare. Un spectacle génial, et on boude pas son plaisir. Et puis on fait aussi donc les navettes, elles partent de la Comédie. Donc vous avez rendez-vous à la Comédie, puis après on vous emmène à la navette. Et puis en fin de saison, on fait une navette on fait la même chose, retour inverse, où le public de Châlons
à l'occasion du spectacle Pétrole de Sylvain Creusot, qui est artiste associé à la Comète. Et donc le public aura l'occasion de prendre la navette, de venir voir. Alors ça va être une belle expérience, comme le spectacle dure à peu près 3h30, que Chalon, c'est une grosse demi-heure, on va prendre une petite marge. Ça serait une grande traversée ensemble de 5 heures au moins, mais ça, je crois que ça vaut le coup. Et puis on accueille aussi un des spectacles Rapt, et sa version immersive Inner Rapt en mars, je crois. Moi je suis assez attentif, enfin, je viens d'arriver donc à la Comète, c'est la première saison, et je crois beaucoup à la fois dans l'hybridité des formes, mais aussi dans nos échanges entre institutions, et parfois des forces d'inertie qui peuvent s'exercer. Donc on commence ça ensemble avec toute l'équipe de la Comédie, et puis on ira encore plus loin, probablement avec l'école, avec d'autres projets, d'autres artistes en commun. Merci Edouard. Merci. À bientôt. À tout de suite. Et à bientôt à Chalon. On a moins de champagne, mais il est tout aussi bon. Tu prends des risques là. Voilà. Et la comédie. Ah oui, la comédie itinérante dont on vous a déjà parlé ici, c'est 2 ou 3 spectacles par saison, pour aller à la rencontre des publics dans les territoires ruraux, donc de 30 minutes à 2 heures de Reims. Cette saison, ce sont Noémie Sikova, qui est artiste associée ici, et Célène Assaf, qui est actrice et autrice, qui vous emmèneront sur les routes et aussi chez notre partenaire La Boussole, dans le quartier Croix-Rouge, où ces 2 spectacles seront créés. Et je les accueille, Noémie et Célène, si elles sont là. Elles discutent. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on fait comme vous voulez, vous les asseoir? On s'assoit? Ok. Parce qu'Elzar a essayé, on n'a jamais réussi. Bienvenue, les filles. Alors, du coup, peut-être on va commencer par Noémie, je crois, qui est plutôt dans la saison, si tu veux bien nous parler de S'arracher. Alors, S'arracher, c'est un court roman de Marc Dagneau qui est à destination des adolescentes et adolescents, mais qui, je crois, fait écho à nous toutes et tous. Et ça raconte l'histoire de Lucas, qui a 16 ans, dont le père se suicide et il laisse pas un mot, rien. Et donc ce Lucas retourne au lycée, et en arrivant au lycée, il se rend compte qu'il ne peut plus continuer à vivre, qu'il n'y arrive plus, que sa vie ne peut pas suivre son cours, donc il décide de prendre sa mobilette et il se met à rouler sans savoir où, mais en tout cas à rouler pour fuir quelque chose qu'il n'arrive plus à gérer, en se posant beaucoup de questions. Et aussi avec la question de est-ce que je continue à vivre. Voilà, des problématiques adolescentes et suite à ce drame surtout. Et parallèlement, on suit une biche qui, elle, fuit, court à travers les forêts parce qu'elle est poursuivie par des chiens et une chasse à courre. Et donc, c'est des monologues qui s'alternent jusqu'à en fait une rencontre entre cette biche et ce jeune Lucas, qui est une rencontre qui est très violente, mais en même temps magnifique, qui en fait, l'un et l'autre vont les ramener, en tout cas, à la vie. Et donc c'est comment en fait cet adolescent qui va mal par le sauvage, et en tout cas par le fait de croiser cette biche, va pouvoir retourner à la vie. Donc voilà, c'est un spectacle, et avec les créatrices et créateurs de ce projet, en fait, on s'est dit comment travailler pour l'itinérance dans des lieux qui ne sont pas faits pour le théâtre, et c'est à nous de nous adapter. Et on s'est dit, mais plutôt que de le vivre comme un spectacle, on va le vivre comme une expérience. Donc en fait, on travaille avec plusieurs médiums que vous connaissez, qui sont la lumière, une scénographie, les actrices et acteurs qui sont donc Marie, que vous avez rencontrée, Jacques Joël, et Léna, que vous avez vu en photo. Et aussi, on travaille avec une artiste olfactive, essayer vraiment de créer une bulle dans ces différents lieux. À Reims, ce sera La Boussole, pour créer une forme d'expérience sensible où finalement le texte est au même niveau que la musique, que la lumière et que les odeurs. Voilà ce que je peux en dire. Merci Noémie. Et Célène, du coup, entre vos lignes, qui donc fait suite aussi à une carte blanche qui a eu lieu ici la saison... Juin 2024. Juin 2024. Et oui. T'en es où? Alors j'en suis que Eh bien... donc moi je suis ravie de présenter ce projet en itinérance, de venir à la rencontre du public avec ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, donc moi je suis franco-libanaise, donc la famille de mon père habite à Beyrouth au Liban et la famille de ma mère habite en France.
Et j'ai toujours été ballottée en fait entre ces deux cultures. Et c'est ça dont je parle dans ce spectacle, c'est cette position d'entre-deux. Et j'en parle via mes deux grands-mères. Alors la première, la française, qu'on appelle Néné, et la libanaise, qu'on appelle Teta, que je vais incarner sur scène, parce que c'est un seul en scène. Et donc j'incarne l'une et l'autre. Alors ce ne sont pas des vidéos qui sont projetées, ce n'est pas un théâtre documentaire, c'est vraiment moi qui les incarne corporellement, leur voix, leurs accents, leurs fautes de français, leur humour. Et je m'amuse comme ça à retracer en fait des conversations que nous avons eues, toutes les trois, depuis ma naissance, où elles me parlent de leur vie de femme, leur combat, leur rapport aux hommes, leur rapport au théâtre, leur rapport à la musique, tous ces sujets qu'elles ont partagés avec moi. Et en fait, je questionne cet héritage extrêmement riche, mais ce fardeau aussi, parce que ces deux femmes qui se détestaient, il faut le dire, qui ne pouvaient pas se voir, m'ont toujours considérée comme leur revanche sur le monde. Et donc moi, je questionne ça, c'est quoi être la revanche de deux mondes complètement opposés, et qu'est-ce que ça amène comme questionnement sur nos choix de vie? Est-ce que ce sont vraiment les miens? À quel moment j'ai décidé vraiment d'avoir ces désirs ou pas? Et donc au milieu de tout ça, ma voix essaye de se faire entendre et elle se traduit par le chant. Donc dans le spectacle, je chante. Alors c'est pas une comédie musicale, hein, mais je chante des extraits. Je chante en libanais, en français et en anglais. Voilà, donc ce n'est pas didactique, c'est pas psychologique, c'est vraiment tous ces sujets transparaissent par ces conversations que nous avons toutes les trois. Et c'est sensible, on partage ça avec le public. Et alors je parle de moi, mais c'est pour toucher l'universel évidemment. On est tous moitié-moitié, déjà biologiquement, hein. Donc on peut tout à fait se retrouver dans ces thèmes en étant franco-français. Donc je suis ravie de venir à la rencontre et de pouvoir discuter de tous ces thèmes grâce à l'itinérance, en fait. Voilà, merci. Merci, mesdames. À tout à l'heure. Il faut y aller maintenant. Bois brûlé, de Jonathan Mallard, qui est un jeune metteur en scène qui a fait partie de la première jeune troupe de la Comédie de Reims. Nous avons ensuite accompagné son premier spectacle, Les Îles Singulières, en 2021. Bois brûlé, c'est l'histoire d'une maison hantée. C'est avant tout un hommage au registre de l'épouvante, un genre plutôt littéraire et cinématographique d'habitude. Dans Bois brûlé, on suit donc d'abord la vie d'une maison, de sa construction à sa destruction, sur 90 ans. Une maison isolée, toute noire, construite en bois brûlé, donc, au bord d'une falaise de l'Atlantique, perdue entre une décharge publique et une centrale nucléaire. C'est l'histoire de cette maison et de ses occupants, qu'ils soient visibles ou invisibles, et notamment deux d'entre eux. Tout d'abord, Carlotta, une ouvrière du bâtiment, qui à la fin des années 90 abandonne mari et enfants pour aller construire une maison à elle. Rien qu'à elle, cette maison. Puis, on suit dans un deuxième temps l'histoire de Sébastien. Dans les années 2030, Sébastien, un compositeur de musique, de films d'horreur, qui rachète cette maison. 2030, ce qui veut dire que l'on flirte également avec la dystopie. Bois brûlé, c'est donc l'histoire de ces deux-là, de ce qui les a poussés à s'isoler du monde dans cette maison et de ce qui les hante. Puis dans une troisième et dernière partie, on comprend que cette maison n'est plus habitée, elle est vide, peut-être hantée. Et alors apparaît un groupe, ils vont y tourner un film, mais un film d'horreur. C'est encore moi. Alors, Orgie, ça n'a absolument rien à voir. C'est Il ne faut jurer de rien, d'Alfred de Musset. L'histoire. Valentin, âgé d'une vingtaine d'années, se retrouve face à un dilemme. Son oncle refuse de lui prêter à nouveau de l'argent, à moins qu'il ne se marie. Mais le mariage, c'est la dernière chose que Valentin souhaite, car selon lui, se marier, c'est prendre le risque d'être trompé. Il décide donc de démontrer cette vérité à son oncle en se rendant incognito chez sa promise, Cécile, avec le pari de la séduire en seulement 8 jours.
Mais plus que l'intrigue elle-même, on se croirait dans une pièce écrite un siècle plus tôt par Marivaux ou Beaumarchais. Non, ce qui est extraordinaire chez cet auteur, chez Musset, c'est qu'il casse tous les codes. Il rompt avec tout ce qu'il se faisait à l'époque, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il casse complètement les règles du théâtre dit classique, les unités de lieu, les unités de temps. Là, on passe d'une scène à l'autre, on passe d'un lieu à l'autre, sur différents jours, ce qui est inconcevable pour l'époque. Vous imaginez les toiles peintes à l'époque, si on passe d'une scène à l'autre, d'un lieu à l'autre, voilà, c'était absolument infaisable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il l'a fait parce qu'il avait été vexé que sa première pièce a été un échec public et critique, et qu'il a donc refusé que toutes ses autres pièces soient montées sur scène. Il écrivait donc ce qu'il appelait ses spectacles dans un fauteuil. Donc c'était des pièces qu'il écrivait pour être lues, et donc il faisait tout pour que ce ne soit pas monté. Donc il écrivait d'une façon absolument immontable à l'époque, en fait. Et surtout, la deuxième chose qui est importante à savoir par rapport à cette modernité, c'est que sur le fond, il dépeint une jeunesse qui refuse qu'on lui dise ce qu'elle doit faire ou penser. Ici, ce n'est pas tant l'intrigue amoureuse qui est importante, mais le fait que cette jeunesse dise non au carcan, aux institutions bourgeoises de leurs prédécesseurs. C'est une jeunesse en colère, en révolte, qui ne comprend pas le monde des adultes. Musset, c'est l'auteur des Confessions d'un enfant du siècle, de cette jeunesse déçue et sans illusion. Et qu'Éric Vignier choisisse pour interpréter cette pièce que des jeunes acteurs et actrices qui sortent tout juste de l'école du Théâtre national de Bretagne, et pour tous les rôles, jeunes ou vieux, ne fait que renforcer ce sentiment de modernité. Fin janvier, début février, Fareouet. Depuis 2020, le festival Fareouet, Festival des Arts à Reims, est porté et organisé de manière collégiale par la Cartonnerie, Césarée, la Comédie, le Frac, le Manège, Nova Villa et l'Opéra. Fareouet se veut politique et international, pensé à partir de l'artiste agitateur-agitatrice, du contexte politique dans lequel il ou elle évolue et crée. L'édition 2026 sera dédiée à la singularité de la scène artistique en Argentine. La totalité de la programmation du festival sera dévoilée le 25 novembre prochain à Césarée. Et à la Comédie, nous aurons le plaisir d'accueillir 5 spectacles. Hola, soy Pablo Messies, autor y director de Los Gestos, y voy a compartir un fragmento de una escena entre Topacia y Sergio. Yo conozco tus gestos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que te conozco? ¿Te parece? ¿Que te quiero? No. No quiere decir eso. No quiere decir nada. Los gestos, los míos al menos, no son nada. No sirven para nada. Si me querés, si de verdad me querés o querés quererme, quereme por otra cosa. Las manos se me van solas, yo no soy, me dejan sola, me hacen ruido alrededor. Yo no estoy acá. Yo no sé dónde estoy. Pero mis gestos no. Donc Los Gestos, ce sera une première en France. C'est un spectacle du metteur en scène Pablo Messies, metteur en scène argentin, multiprimé en Espagne. Je dis bien en Espagne parce que vous imaginez beaucoup combien la politique culturelle en Argentine est compliquée, et donc beaucoup de compagnies et de metteurs en scène et d'acteurs ont immigré en Espagne. Pas tous, mais une bonne partie. Et donc Pablo Messies crée ses spectacles, la plupart en Espagne. Donc le décor de Los Gestos, c'est un bar, café, théâtre. Il est installé dans une salle circulaire à Rome. Une femme en a hérité, et elle souhaite y monter un spectacle en hommage à Mina. Mina, c'est la plus célèbre chanteuse populaire italienne des années 60-70, la Dalida italienne. Et dans ce désir de création, cette femme est assistée par un metteur en scène, par un pianiste assez jeune, par la mère de cette femme et un jeune homme mystérieux. Mais plutôt qu'une histoire linéaire,
Le cœur de la pièce réside dans la musique, la danse, les gestes, los gestos, dans la répétition, la superposition, pas dans la progression d'un récit. Le geste devient rythme, intensité, écho, et dépasse la parole pour être une forme de dramatique en soi. Tout le travail de Pablo Messier depuis quelques années cherche à explorer la logique propre au théâtre, en s'éloignant du réalisme narratif pour questionner ce que le théâtre peut faire au-delà des mots. Il s'agit de penser le théâtre par l'acte lui-même, de comprendre sa sensibilité, son rythme, sa présence. Dans Gaviota, spectacle immersif, le public et les personnages s'installent à la même table. Les verres de vin circulent, comme chez Tchekhov, la vodka. Nous sommes bien dans la mouette, Gaviota en espagnol, à quelques différences près. Il n'y a pas d'hommes sur ce plateau, seulement des comédiennes qui jouent tous les rôles. Et surtout, tout est dit dans une extrême proximité avec les spectateurs et les spectatrices. Dans son adaptation respectueuse du chef-d'œuvre de Tchekhov, créé pendant la crise sanitaire et à l'arrivée au pouvoir de Javier Milei dans son pays, le metteur en scène argentin Guillermo Cacache concentre le récit autour de 5 personnages et lui donne sa pleine puissance mélancolique et profondément émouvante. La atmósfera es sofocante. Falta el aire. Parece que a la noche va a haber tormenta. Qué extraño resulta ver a los artistas famosos. Yo los imaginaba orgullosos, inabordables, en realidad lloran y pescan, juegan a las cartas, se ríen, se enojan como todo el mundo. Perdón. Amor, te estoy pidiendo yo que los saludes, nada más que los saludes. Costia. Donc notre envie, comme tous les ans, est de vous faire découvrir, de vous faire entendre ce qui s'écrit maintenant, en ce moment. Et cette année où le festival Faroé est consacré à l'Argentine, je vous propose de nous réunir au foyer de l'Opéra de Reims, le samedi 31 janvier à 14h30, pour vous faire découvrir dans une mise en lecture que nous proposera Elsa Agnès, que vous avez vu tout à l'heure, un texte argentin d'aujourd'hui, récemment traduit. C'est moi ou c'est toi? C'est moi, pardon. Bon, c'est agréable. En partenariat avec Nova Villa, nous accueillons depuis plusieurs années le Radio Live, qui donne la parole à des jeunes activistes du monde entier. Dans ce nouveau volet, Réunis, Aurélie Charon invite 3 voix venues d'Avignon, de Syrie et du Rwanda. Ensemble, sur scène et à l'écran, ils et elles incarnent la quête de réconciliation après la guerre et les conflits. Et comme souvent, nous aimons mettre en avant une œuvre d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène en particulier. Donc cette année, nous allons mettre en avant l'œuvre de l'autrice et metteuse en scène du théâtre indépendant argentin, Romina Paola, à travers 2 pièces, dont une sera une première en France. La pièce Sombras por supuesto, des ombres bien sûr, d'après l'œuvre du cinéaste et dramaturge Rainer Werner Fassbinder. 2 policiers investissent le domicile d'un couple dont le fils a disparu. Cette disparition, plutôt qu'un prétexte d'enquête criminelle, devient le fil narratif à différentes digressions. Réflexion sur la parentalité, la société et surtout sur les nombreuses disparitions pendant la dictature en Argentine et ses échos actuels. Le deuxième spectacle de Romina Paola que nous accueillerons, El Tiempo Todo Entero, la ménagerie de verre, transposition de la pièce de Tennessee Williams, dans une tonalité contemporaine ancrée dans l'Argentine. C'est le spectacle phare de Romina Paola qu'elle a créé en 2009 et qu'elle continue à tourner avec succès. L'histoire se déroule dans un appartement où vivent recluses une mère et sa fille, marquées par l'ennui, la répétition et l'attente.
À ce duo s'ajoute le frère, dont la présence apporte à la fois un souffle de désir, d'espoir, de malaise. Et la pièce se construit autour de conversations quotidiennes, des souvenirs, des rituels, de l'émergence progressive de tensions familiales souterraines. Juste une petite précision pour ce festival. On a beaucoup de spectacles en quadrifontale avec des petites jauges, parce qu'encore une fois, le contexte culturel argentin fait que c'est des petits spectacles avec des petits moyens. Et donc, c'est des spectacles avec des petites jauges et donc dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas peut-être de la place pour tout le monde. Voilà. Et je rectifie que ce ne sont pas des petits spectacles. Non, j'ai pas dit des petites jauges, j'ai dit non. C'est ça. Disons que c'est des dispositifs un peu plus immersifs. Faut toujours qu'elle me reprenne. Bah oui, écoute. Alors, et donc dans le cadre de ce nouveau festival, il y a un nouveau rendez-vous qu'on a inventé avec les collègues de Faroouet qui s'appelle les Midis de Faroouet, qui aura lieu sur le temps du déjeuner au foyer de l'Opéra. Donc en gros, je crois que le principe, c'est que vous venez avec votre sandwich ou avec votre tupperware, et puis au lieu d'aller manger, on est en février, donc pas dans un parc, mais vous venez manger à l'Opéra, dans le foyer de l'Opéra, et là, vous pourrez rencontrer les artistes du festival. Et donc nous, on vous invitera à rencontrer l'équipe de Gaviota le 31 janvier. Et puis juste après le festival, nous co-accueillerons À Poil d'Alice Laloy avec le manège Scène nationale de Reims, et c'est Bruno Lobé, que je ne présente plus, qui est là. T'as vu, t'étais loin, elle m'a repris. Hein. Toi, Bruno. Alors, je voulais faire une blague, mais tu l'as. Chloé Dabert m'a demandé de venir présenter une co-réalisation à poil. J'ai pas osé. C'est nul, hein? Non. Ouais, je suis déçue. Alors, Alice Laloy, c'est une metteuse en scène, en fait, qui a suivi ses études au Théâtre National de Strasbourg. Et elle est restée à Strasbourg pas mal de temps. Elle a beaucoup collaboré avec le TJP. Et très vite, elle s'est mise à la marionnette et au théâtre d'objets. Elle a même eu un Molière pour un spectacle jeune public en 2009. Depuis 2023, maintenant, elle est à Dunkerque, où elle anime un lieu dédié à la marionnette. Je trouve que j'ai oublié plein de trucs, en fait. Il y a des pages qui tournent. Ah bah oui, le verso. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, ça va aller, je te remercie. Tu peux t'asseoir si tu veux, Bruno. Non, j'aime bien être debout. Je sais pas, je suis jeune, moi. Je suis jeune. Alors, on a déjà présenté Alice Laloy au manège, pour ceux qui fréquentent et qui ont du goût, qui fréquentent le manège. En fin de saison dernière, on a présenté Pinocchio, où il y avait 10 enfants en chair et en os, des vrais enfants, qui jouaient des marionnettes, qui jouaient des Pinocchio. C'était assez bluffant. Elle a des univers toujours absolument incroyables. Du coup, et donc pour À Poil, elle revient sur le jeune public, mais aussi évidemment c'est très accessible aux parents et aux grands-parents. Ça sera au Cirque du Manège, qu'on a un peu adapté la pièce pour que ça se passe vraiment en circulaire. C'est un spectacle immersif. Le public est accueilli par des techniciens bourrus, exactement l'inverse des nôtres. Ils arrivent, ils déballent des caisses, ils font venir le public avec eux, et au fur et à mesure de la pièce, ils se couvrent de poils de couleur. Mais je pense qu'il y aura après un teaser. Je crois qu'il est passé, non, derrière? Ah, il est déjà passé pendant que je parlais? Oui. Ok, concentrez-vous sur moi. Et en fait, la pièce, elle est sur des sons de guitare rock. C'est extrêmement vivant et extrêmement joyeux. Je ne sais pas pour faire de la pub, mais en fait, sur le site du manège, il y a un podcast où elle raconte tout son processus de création. Ça s'appelle Faut que je move. Et enfin... Et puis c'est tout. Donc voilà, je pense que les dates sont affichées, et merci pour votre invitation, chère Chloé, et très cher Sébastien, et très chère Chloé. Merci Bruno. Dans Anatomie d'un suicide de la dramaturge Alice Birch, mise en scène par Christophe Rauque, directeur du théâtre Nanterre-Amandier, 3 espaces-temps, 3 destinées coexistent à 3 périodes de l'histoire contemporaine, les années 70 pour l'une, les années 90 pour la suivante et les années 2000 pour la 3e. Sur le même plateau, 3 générations consécutives de femmes d'une même famille, chacune étant la fille de la précédente, vivent
en parallèle, se répondant à travers les âges. Cette lignée de femmes qui vivent sur le même plateau, sans être ensemble, tout en étant liées, nous parvient ici de façon très claire. La virtuosité du texte, de la mise en scène et des interprètes parviennent à faire coexister ces époques, ces femmes et leurs histoires, avec comme point central une tragédie, une malédiction familiale qui est certes celle de la dépression et du suicide, mais qui parle surtout d'émancipation et qui cherche à inventer un nouveau récit. Le dindon de Georges Feydeau, Aurore Fatier. Aurore Fatier, vous avez pu la voir en tant qu'actrice dans Le Firmament et en tant que metteuse en scène d'Eda en décembre 2023. Elle monte cette fois-ci une pièce de Feydeau pour sa première mise en scène en tant que directrice du CEDEN de Caen. Pontagnac, séducteur invétéré, poursuit Lucienne jusque chez elle. Il découvre alors que son mari n'est autre qu'un de ses vieux amis, Vatelin. L'affaire s'arrange entre les deux protagonistes, Vatelin connaissant Pontagnac. Il lui pardonne. Lucienne est aussi courtisée par Rédillon, un ami du couple, mais un événement imprévu vient semer la zizanie. Maggie, qui avait été la maîtresse de Vatelin quand ce dernier était à Londres, débarque chez lui. Pontagnac en profite pour dire à Lucienne que son mari la trompe et lui en donne la preuve quand Vatelin a rendez-vous dans une chambre d'hôtel avec Maggie. Je m'arrête là, vous avez compris le principe. Et loin de l'habituel lustre des tableaux bourgeois qui collent à la peau de Georges Feydeau, Aurore Fatier en propose ici une relecture queer, libre et cash, à l'aune du monde post-MeToo, empreint de la violence et de l'hypocrisie des rapports sexuels contemporains. Dans Le Dindon d'Aurore Fatier, durant le jour, des hommes en costard-cravate s'agitent vainement dans un cabinet d'avocats, et la nuit, les mêmes, plongés dans un bain interlope, fantasmatique et tourbillonnant, en prennent largement pour leur grade. Sur scène, une troupe éclectique donne vie à ce vaudeville sous forme de cabaret, joyeux et inquiétant, qui en dit long sur notre époque. Feydeau, l'auteur le plus punk du XXe siècle ? David Gesselson, artiste associé à la Comédie, met en scène cette année la Bohème à l'Opéra de Reims. Et c'est donc Pascal Néron, co-directeur, qui vient de nous en parler. Bonsoir Pascal. Salut. Ça va? Et toi? Bien parce qu'on ne s'est pas vu. On s'embrasse, on ne s'est pas vu. Ça va à toutes et tous. Excusez-moi, tu veux un micro? Tu peux te mettre debout ou assis? Je peux me mettre assis avec vous? Ok. Avec plaisir. Voilà. C'est tout. On est ravis de cette bohème quand même. Oui. Parce que nous, on est arrivés depuis 2 ans, on travaille beaucoup ensemble. Avec la Comédie, je veux dire, pas qu'avec la Comédie, aussi avec Bruno qui est juste à côté. Mais on est ravis de cette programmation ensemble. Pourquoi? Parce que déjà la Bohème est une des plus belles œuvres du répertoire d'opéra, évidemment, immense chef-d'œuvre de Puccini. Aussi pourquoi? Parce que c'est David Gesselson. Et que ça crée un lien entre vous et nous qui est presque naturel, parce que nous, on ne fait que répéter année après année que l'opéra a encore des choses à dire sur le monde contemporain. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'on a l'impression que l'opéra, c'est un vieux machin et qui reste un peu dans les placards. Mais je pense que, alors là pour le coup, c'est une coproduction aussi avec l'Opéra de Nancy, qui a eu cette brillante idée, faut lui reconnaître à Mathieu, d'inviter David. Et David, il a envie de parler de révolte. Il a envie de parler de cette période, qui est la période de la Bohème, qui est une période de révolte parisienne, 1830. On est vraiment au milieu des révolutions. Et voilà, je crois, il va revenir un peu à l'essence du livret, l'essence du texte, l'essence de l'œuvre, pour parler un peu de ces luttes, à la fois de ces luttes politiques, et puis de ces luttes aussi féministes. N'oublions pas, je veux dire, la Bohème, c'est une vraie œuvre de lutte entre 2 femmes. Et ça, il nous réserve un peu la surprise de ce que ça va être. Et attends, c'est quand? C'est quand? Non, c'est en mars. Mais non, c'est passionnant. Ouais. Bah ouais, moi j'ai hyper envie de le voir. Et voilà, ce sera à l'opéra. Et puis, écoutez, on s'invite toutes et tous à venir voir qu'est-ce que c'est un metteur en scène ou un créateur contemporain sur une œuvre qui a presque un siècle et demi. Et je pense que ça, à Reims en tout cas, ça... Enfin, même partout, mais en l'occurrence, grâce à notre synergie de travail, je pense que ça a un vrai intérêt en termes de public. Ceux qui ne connaissent pas l'opéra, c'est l'occasion de venir voir de l'opéra, puisque vous allez reconnaître évidemment près de la moitié de l'œuvre, puisqu'en fait c'est ultra connu. Et puis ceux qui connaissent,
bah, c'est l'occasion de venir à l'Opéra pour réécouter cette œuvre qui n'a pas été donnée à Reims depuis assez longtemps. Donc c'est l'occasion de le faire. Et puis et de suivre le travail de David qu'on a aimé dans Néandertal, qu'on continue à aimer dans toutes ses propositions. Voilà, qui est vraiment un metteur en scène qui pour moi est un des plus passionnants. Eh ben merci Pascal. Merci chers amis. À tout de suite. Et puis après, fin mars, c'est Mélimôme. Et donc, c'est Joël Simon qui vient maintenant. On n'arrête pas d'inviter des gens, dis donc. Bah oui. Ça va, Joël? Ça va? Ah oui. Oui, je suis breton. Ça va? Salut Chloé. Bienvenue. Je sais pas, je dois m'asseoir. Ah bah comme tu veux, bah oui, oui. Bah viens. Mais je regardais ton t-shirt là. Ah oui, bah... Accro au pâté. En fait, je l'ai choisi, quand je l'ai acheté, je me suis dit je le mettrai le soir de la présentation de la comédie. T'as bien fait. Il a été acheté à Quimper, voilà. Je fais de la réclame. Bah oui, c'est bien. Pour la Bretagne. Alors je vous interromps parce que sinon... Donc on fait 2 spectacles ensemble cette année. Oui, on fait 2 spectacles donc à Mélimôme. Alors il y aura bien sûr le Radiolab, tu en as parlé. Juste préciser que ces 2 spectacles s'adressent aux adolescents, donc l'un à partir de 12 ans, l'autre de 13 ans. Le premier est coproduit par vous, le deuxième par nous. Donc voilà, ça c'est important. Et ce sont 2 créations. Donc comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, on ne pourra rien vous montrer. Parce que le premier, donc votre coproduction qui s'appelle L'amour, 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 écrit par la jeunesse, ça c'est tout un programme. C'est la compagnie For Happy People & Co. Donc on l'avait accueilli déjà avec vous au Mélimôme donc il y a 1 an. J'ai les fiches et là c'était une photographie mentale de la jeunesse d'aujourd'hui avec ses inquiétudes et ses désirs. Et puis là les 2 auteurs, Laetitia Ajanoun, je ne sais pas si je prononce bien, et Jean-François Auguste, poursuivent leur réflexion et la recherche sur les adolescents d'aujourd'hui. Et principalement autour de la question de la santé mentale. Et j'ai eu une enseignante ce midi au téléphone par rapport à Kios, notre festival de journalistes, et qui m'a dit je suis libre que le vendredi. Il y a quoi? Parce que je fais un stage de formation sur la santé mentale. Donc c'est une des préoccupations aujourd'hui en France. Alors de quoi ça parle l'amour, l'amour? 3 fois. Ben, ils sont partis sur des collectages auprès d'adolescents, des collectages très intimes. Ils ont interrogé des psychiatres, principalement par rapport aux addictions et principalement aux jeunes qui regardaient des films porno. Ils ont interrogé beaucoup de parents et en fait, en gros, ça se veut une réflexion sur la sexualité et sur l'amour. Et je me suis dit en préparant tout à l'heure, rien ne vaut le texte que vous avez mis dans votre brochure. Donc je vais vous le lire parce que ça résume bien ce spectacle. Chez moi, c'est très strict. Donc c'est une adolescente qui dit ça. Chez moi, c'est très strict et je pense surtout que mes parents, ils me connaissent comme ils veulent me voir et pas comme je suis. Ils me voient dans leur monde, mais pas dans notre monde, à nous les ados. Ils savent rien de ce qui se passe réellement à l'école et dans nos vies. Donc si vous avez des adolescents, venez voir ce spectacle qui promet et le thème est vraiment passionnant. Le deuxième, donc là c'est notre coproduction, donc c'est avec Forbon Enzaki Muena, je l'appelle que Forbon, j'ai un peu de mal à prononcer son nom. Donc un mot sur Forbon, plutôt 3. D'abord, Forbon, je le connais depuis un moment, c'est une très forte personnalité, c'est quelqu'un qui a habité, c'est un artiste qui mélange les genres, c'est un adepte du rap et du conte, il est très friand des récits de vie, et je n'ai jamais vu un artiste qui a cette capacité d'entrer en contact avec les adolescents et de leur parler, à tel point qu'il a travaillé pour vous ici, il est intervenu. Alors, son texte Zola, pas comme Émile, vient d'être lu au Festival d'Avignon et je connais les personnes qui l'ont écouté et les retours sont très positifs. Ça promet d'être un très beau spectacle qui va être créé cet automne. Alors, Forbon est parti de son histoire. Il a fait aussi des collectes auprès d'ados qui ont vécu la même expérience que lui. Il a été, entre autres, en stage à la Boussole. Et il va nous parler du droit du sol et au-delà de ça, de l'immigration, qui est un sujet aujourd'hui très politique et qui remplit qui est rempli de haine aujourd'hui en France. Pas besoin de vous le dire, mais
dans les médias, on entend beaucoup de choses par rapport à ce sujet-là. Alors, l'histoire est partie de l'histoire en fait de Forbon. À 13 ans, Forbon a dû passer son oral de naturalisation pour devenir français. En fait, il est né en France de parents congolais et toute son enfance, il a eu un double prénom, Zola Forbon. Zola, c'est un prénom qui est très, très utilisé au Congo, un peu comme Jean et Marie ici en France. Et c'est un prénom qui est donné dans sa famille maternelle depuis 4 générations. Et donc, au moment où il passe son examen, la préfecture refuse qu'il s'appelle Zola. Et donc, il est parti de cette expérience-là pour raconter c'est quoi être un enfant aujourd'hui de migrants et comment on vit dans notre société, y compris à partir de son prénom. Et Zola, c'est aussi symbolique parce qu'on pense aussi à Émile Zola. Donc, si vous avez des adolescents, si vous êtes parents, venez. Donc, il y a 2 spectacles, donc fin mars, début avril. Et ce sera l'occasion d'avoir de longues discussions avec vos enfants. Puis ça parlera aussi des réseaux sociaux et tout. Voilà. Merci, merci Chloé, merci Sébastien. Tout de suite. Je mets ça là. C'est pas pratique ce... Julie Deliquet, dont vous avez peut-être déjà découvert le travail ici à la Comédie avec Welfare ou 8 heures ne font pas un jour, met en scène des récits de combattantes en s'appuyant sur un ouvrage de Svetlana Alexievitch, une réalité journalistique qui devient une œuvre de littérature. Julie Deliquet convoque 10 femmes au plateau et imagine un plan séquence de 2 heures sur une fausse reconstitution de 7 ans d'enquête. Le spectacle correspond à une journée de cette enquête. Nous sommes très heureux de revenir à la Comédie de Reims pour la 3e fois avec une œuvre qui s'intitule « La guerre n'a pas un visage de femme » de l'autrice biélorusse Svetlana Alexievitch, qui a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre par un prix Nobel de littérature. Et là, c'est son tout premier texte qu'elle réalise dans les années 70, où elle a interrogé des anciennes combattantes, des femmes qui, à partir de 1941, se sont engagées pour combattre les armées hitlériennes. Elles étaient toutes jeunes, elles sortaient du lycée. Leur parcours est incroyable, méconnu, encore invisibilisées aujourd'hui, et elles les retrouvent à l'aube de leur cinquantaine et elles vont poser des mots pour la première fois sur leur histoire extraordinaire et sur le combat qu'elles ont vécu pendant la guerre, mais aussi l'autre combat qu'elles ont vécu après, parce que leur histoire a été invisibilisée, méconnue, méprisée. Et donc on va suivre comme ça le parcours d'une journaliste au plateau qui va interroger 9 de ces femmes, toutes avec des parcours de tireuses d'élite, de brancardières, de pilotes de chasse. Et elles vont redonner corps, voix et vie à cet épisode méconnu de la grande histoire, à une heure où on fête le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et où notre monde, l'Europe, est malheureusement touché encore par la guerre. Et jamais nous ne serons séparés d'un autre prix Nobel de littérature, Jon Fosse. Une femme, chez elle, dans son appartement, parle toute seule. Elle tourne en rond, met le couvert, dit qu'elle va faire à manger. Un homme arrive avec les cheveux mouillés, elle se jette dans ses bras. C'est son compagnon, et pourtant il est mort. Cependant, tout a l'air à la fois normal, concret et réaliste. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans le présent, ce qui est dans le passé. Jon Fosse instaure une simultanéité des temps. La langue de Jon Fosse est minimaliste, rythmée par la répétition, et traduit le mouvement intérieur du deuil et la difficulté à dire l'indicible. Et jamais nous ne sommes séparés parle du manque, de l'absence, de l'amour, de la séparation, tout en montrant comment, malgré la perte, un lien subsiste. Et ce n'est jamais traité de manière larmoyante, parce que l'écriture de Jon Fosse n'est pas dans le pathos, elle est ancrée dans le chant de la poésie. À noter que cette femme que les élèves de la classe de la nouvelle promotion ont le plaisir d'interviewer, ce sera l'immense comédienne de théâtre Dominique Raymond.
En collaboration avec Écoélectrique, Intercal se décline tout au long de la saison en proposant des temps de recherche, donnant naissance à un véritable laboratoire de rencontres et d'expérimentation qui invite des artistes issus du théâtre, des arts sonores, des arts visuels ou encore des nouvelles technologies à expérimenter des nouveaux chemins. Parmi plus de 30 candidatures, un binôme a été retenu dans le cadre de l'appel à projet Carte Blanche Intercal 25-26. Il réunit Adelin Schweitzer, artiste multifacette, entre performance immersive, expérimentation audiovisuelle et nouvelles technologies, et Lancelot Hamelin, dramaturge et romancier. Ensemble, ils exploreront la manière de mettre en récit leur propre perception de la révolution californienne. La comédie leur ouvre ses portes afin qu'ils puissent initier ce travail de recherche et d'expérimentation pendant 3 semaines. 3 semaines étalées sur la saison. Et ils ouvriront le fruit de ces recherches fin juin. Vous êtes tout à fait invités à venir découvrir ce travail. Et puis en avril, Adelin Schweitzer nous convie à une expérience immersive collective qui rompt avec les approches habituelles de la réalité virtuelle qui s'appelle le test Sutherland. En détournant des objets technologiques existants, il met en lumière les logiques qui conditionnent nos comportements face aux outils numériques. Sa démarche interroge nos perceptions et plus précisément la domination de la vue sur les autres sens. C'est donc un petit voyage pour 16 personnes à chaque fois. Donc il y a beaucoup de séances, mais il y a 16 places, 16 casques. Donc il faut s'inscrire assez rapidement. Je pense que ça se remplit assez vite. Et puis en mai, Maya Sandoz réécrit le mythe de Robin des Bois sous forme de conte. C'est un spectacle à partir de 8 ans où on aborde les questions de justice sociale avec humour et fantaisie dans un écrin d'une poésie presque magique. Et nous aurons donc un focus au mois de mai sur l'œuvre de Pier Paolo Pasolini avec 2 spectacles. En une nuit, Note pour un spectacle d'une jeune compagnie émergente, prix du jury et du public au festival Impatience Télérama. Ben voilà, il y a un teaser, je crois. On est le 2 novembre 1975, le jour où Pasolini a été assassiné. Le corps est là, seul. Donc ce jeune collectif belge composé de 4 acteurs et actrices interroge l'œuvre de Pasolini à partir du fait divers de la mort de ce dernier sur une plage d'Ostie en novembre 1975. C'est le point de départ pour s'interroger sur son œuvre éclectique, son théâtre, son cinéma, sa poésie. Ils refont vivre par exemple des scènes de films, voilà, il y a plein de, c'est assez foisonnant. Mais aussi, il s'interroge sur les combats politiques menés par Pasolini. La lutte des classes, son amour pour la classe prolétarienne, son aversion pour la société de consommation. Et bien sûr, il s'interroge aussi sur sa vie plus que tumultueuse. C'est un écrivain intellectuel public le jour et la nuit, une vie privée très sexualisée dans les terrains vagues, dans les gares, et pour finir sur une plage d'Ostie. Mais ça, on ne peut que l'imaginer. Et dans le deuxième spectacle de notre focus sur Pasolini, Sylvain Creusevaux
a travaillé avec notamment Annelise Imberger, notre artiste associée, sur le texte de Pasolini qui est resté inachevé parce qu'il en est mort, Pétrole. Et je laisse Sylvain Creusevaux vous le présenter. Bonsoir à toutes et à tous. On vient vous présenter Pétrole. C'est le dernier roman de Pier Paolo Pasolini. Et je me suis intéressé à ce dernier roman, qui est un roman qui est écrit sous forme de notes. C'est un roman qui retrace, qui reparcourt une vingtaine d'années de l'histoire d'Italie, à partir notamment de l'entrée de l'Italie, son boom économique, son miracle économique, c'est la modernisation après la guerre dans les années 50 et fin des années 50-60, et jusque du coup la mort de Pasolini en 75. Ça retrace ces années-là de l'Italie. Et pour les retracer, on plonge dans la vie de Carlo Valetti, qui commence comme un jeune ingénieur à l'ENI, qui est l'ancienne AGIP, c'est-à-dire la compagnie nationale des hydrocarbures, du pétrole italien. Et on va mettre en scène deux voyages. Je dis deux voyages parce que Carlo Valetti, au début notre héros, au début du roman, il est clivé, il est séparé en deux. Il y a d'un côté la fulgurante ascension de Carlo Valetti à l'intérieur de cette entreprise, les compromissions, les crimes, les corruptions que cela requiert. Et puis, on suit aussi parallèlement la vie d'un deuxième Carlo, un Carlo II, une sorte de double inversé du premier, qui lui ne s'intéresse pas du tout ni à l'histoire de son pays, ni à la politique, ni au pouvoir italien, mais qui s'intéresse aux filles, aux garçons, à sa sexualité. On suit, si vous voulez, comme un Carlo II, comme un oiseau nocturne dans les terrains vagues, à travers ses pulsions, à travers sa vie sexuelle. Alors évidemment, on suit ces deux Carlo Valetti. Nous le travaillons avec deux acteurs, et ça forme comme Dr Jekyll et Mr Hyde, comme la vie en double comme ça à l'intérieur de la société italienne. Sylvain qui était venu avec les frères Karamazov il y a 2 saisons, je crois. Donc, on est fin mai. Et Laura Mariani, dont la compagnie est implantée tout près d'ici, dans la Marne, dont nous avions découvert le travail avec Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu la saison dernière, vient pour la seconde fois présenter son travail, et elle est là. Bonsoir Laura. Tiens. Alors, tu peux t'asseoir, toi? Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Bienvenue. Donc, merci Chloé. Et donc, comme Chloé vous disait, oui, on a présenté donc Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu l'année dernière, qui était le premier volet d'un triptyque que j'écris autour de la neurodiversité, donc des personnes qui vont avoir des troubles neurodivergents, des troubles psychiques. Et Ma foudre, c'est le 2e volet de ce triptyque. Le 3e, ce sera autour de l'amnésie. Et donc, Ma foudre va explorer l'érotomanie. L'érotomanie, c'est un trouble psychiatrique délirant qui est classé dans les psychoses. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Olive et qui est persuadée que son ostéopathe est amoureux d'elle alors que pas du tout. En fait, l'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimée. Et donc, elle va être persuadée qu'il l'aime, elle va inventer toute une relation complètement imaginaire dans sa tête, mais rien n'est vrai, lui n'est pas du tout intéressé. Et nous, on va suivre la vie, le parcours de cette jeune femme qui va sombrer petit à petit dans la folie. Et sur scène, ils sont 7. Il y a un musicien qui va faire toute la musique en direct et qui va aussi jouer un rôle crucial dans la dramaturgie. Et les 6 autres vont jouer le rôle de son entourage, ses proches, ses frères et sœurs qui vont se demander mais déjà pourquoi elle a ça et comment faire pour l'aider, comment on peut réagir face à un amour aussi dévorant mais irréel, et est-ce qu'on doit lui dire que tout est faux parce qu'elle finalement depuis qu'elle a cette histoire d'amour elle va très bien, tout va mieux dans sa vie, mais c'est une illusion, donc on fait quoi, on lui dit ou pas? Il y a toute cette question qui va se poser et comment aider sans trahir, et est-ce que interner quelqu'un de force en hôpital psychiatrique, c'est l'aider ou le trahir? C'est toutes ces questions, moi, qui m'intéressent, et de travailler aussi autour des questions de normalité, de qu'est-ce que c'est être normal, des conditions aussi en hôpital psychiatrique.
ça parle aussi d'amour, de manque d'amour, voilà. Et dans la mise en scène, moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de plonger dans la perception de la jeune femme. Et donc, on va jamais vraiment savoir si ce qu'on voit sur scène, c'est réel ou imaginaire. Est-ce qu'on est dans sa tête ou dans la réalité? Et je vais m'amuser à troubler donc c'est la perception du spectateur finalement, tout comme la perception d'Olive est troublée. Et donc on est pleinement en empathie avec elle, et elle a beau faire des folies par amour, en fait on comprend pourquoi et on a envie qu'elle marche son histoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et le dernier spectacle de la saison, Haute Perchée, de Morin Ollès. C'est un jeune metteur en scène dont on suit le parcours depuis qu'on l'a découvert au Festival Impatience, il y a quelques années. Morin Ollès traite toujours des sujets dits difficiles dans ses spectacles, que ce soit l'autisme ou encore la justice. Ici, ce sont les addictions à la drogue. Mais il le fait toujours avec beaucoup d'humour et de distance. Et je laisse Morin Ollès vous en parler. Bonjour à toutes et tous. Petit message pour vous dire de venir voir à Reims, à la Comédie de la saison prochaine, Haute Perchée. Un spectacle qui va parler des politiques publiques en matière de drogue et des addictions. Dans ce spectacle, on s'intéressera aussi plus particulièrement aux femmes dans le monde des drogues et des addictions, puisqu'on fera le portrait de 4 personnages féminins. On parlera de réduction des risques, on parlera d'amour aussi, puisque bon, c'est quand même le plus important. Et voilà, c'est un spectacle qui sera drôle, accompagné par des musiciens, acteurs au plateau, donc ça fait du monde au plateau, 7 personnes. On entendra des chansons, des reprises de chansons. Et puis, on essaiera aussi, avec le sujet des drogues et des addictions, de ne pas être trop sensationnel ou sensationnaliste, mais de plutôt essayer de raconter des choses, j'allais dire politiques, mais en tout cas humaines. Et voilà, et j'espère que ça vous plaira. Et pour clore la saison, nous vous donnons rendez-vous le 13 juin en fin d'après-midi pour passer la nuit avec nous à Reims, donc une nuit à Reims. Ce rendez-vous se construit avec la troupe et le collectif des artistes associés. Je vais donc leur demander de me rejoindre s'ils sont là. Ils sont là ou pas? Ils sont pas là? Non, ils sont tous partis. Ouais, ils sont tous au bar. En fait. Déjà. Vous êtes là ou pas? Ils osent pas venir, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 2 là. Ah non, ils sont tous là. Vas-y. Vous pouvez vous serrer? Bon voilà, alors on vous l'a déjà fait il y a 2 ans, on vous a raconté un peu n'importe quoi. Mais bon, en fait, c'est vrai, cette nuit à Reims, elle s'organise. C'est un peu un endroit de liberté. On se dit, il y a des artistes dans la maison, on n'est pas obligé de mettre tout dans le programme, donc on ne sait pas encore tout à fait ce que ça va être. Et on sait des trucs. Alors peut-être on peut dire ce qu'on sait. Noémie, tu veux commencer? Mais bonsoir. Donc pour la nuit à Reims, pour la 4e édition. Troisième, je crois. Non, ce sera la 4e. C'est la 4e, hein? Je sais pas. Bon, non plus. Entre 3 et 4. En fait, c'est la cartographie sensible. Il y a eu Molière aussi avant. Ah, oui, c'est pour ça. Avec la boule à facettes. Je pense que c'est pour ça. C'est pas vrai. Mais je crois que c'est la 4e. Ouais. Ce sera la 4e et ce sera... en fait, la cartographie sensible, c'est comment rencontrer une ville, un territoire, en créant des souvenirs qui ne sont pas les siens. Donc, depuis 3 ans, je m'installe dans un quartier et je rencontre certains et certaines d'entre vous et je leur demande un souvenir précis dans un lieu précis du quartier. Et du coup, on crée une sorte de cartographie, de carte. Et au lieu d'avoir les noms de rues, on a l'histoire de Cécile, l'histoire de Jean-Claude, voilà. Et on a vraiment une cartographie qui naît avec les histoires des gens. Et donc, il y a une déambulation qui aura lieu la journée le jour, en l'occurrence, de cette fameuse nuit à Reims. Et ce sera dans le quartier Croix-Rouge. Donc si certaines et certains ont des souvenirs, il n'y a pas de hiérarchie de souvenirs. Il y a, voilà, tous les souvenirs, on les accueille avec beaucoup de joie. Voilà, pour créer cette cartographie de ce quartier Croix-Rouge. Voilà. Et puis, je sais pas, allez-y. Qui sait ce qu'il va faire, hein? Elsa, ils sont très timides.
Alors, C'est la avec les quatrième élèves... Pardon, excuse-moi. C'était pas l'année dernière, je sais pas. La dernière fois que j'ai travaillé avec la classe, c'était sur les tragédies grecques. C'est très mal passé. Et là, pour la nuit à Reims, donc je pense que je vais continuer à écrire cet été, etc. Donc je pense que je vais travailler sur des choses que j'ai écrites cette année. On va expérimenter ça pendant 3 semaines. Ok, clac. Comme ça, il n'y a plus personne qui peut Et vous, Jacques-Joël, tu veux? Oui, je vais faire une proposition de mise en scène normalement. Je suis en négociation pour les noms des acteurs et des actrices. Dans l'idéal, j'aimerais bien Karine Viard, Rami Malek, qui accepterait de jouer en français pour l'instant. Et je cherche une 3e personne, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et moi, normalement, je devrais inviter 4 camarades de l'école en écriture, enfin voilà, qui sont aussi auteurs, autrices, qui ont à peu près mon âge, et on va essayer de préparer une sorte de moment littéraire et festif, voilà, pour clore cet après-midi, cette journée. Une boum, quoi, ou un truc. Voilà, une sorte, oui, où il y aura des textes et de la musique, sans doute. On dit plus boum, Voilà. qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit plus boum, ça n'existe plus les booms? Et Marie? Non, moi c'est encore en discussion avec Shakira pour faire un foxtrot le soir même, et on verra. Pour l'instant, ça se travaille. Merci. Merci. Donc, c'est une surprise, comme vous l'aurez compris. Il faut venir. Vous ne saurez rien. La présentation de saison s'achève, mais la soirée continue sur le parvis. Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de précisions sur les spectacles et également, si vous le souhaitez, pour l'appel à participation pour le théâtre. Alors attendez, si quelqu'un peut le dire en anglais, je vous en prie. Non. Theater for Democracy. Voilà. Donc nous on l'appelle TD Day parce que voilà, c'est plus simple. C'est donc une journée de pratique amateur qui est donc ouverte à tous et toutes. C'est peut-être la 4e édition également, donc le 16 mai. Et le principe, c'est des groupes qui se constituent, des groupes constitués. Si vous n'avez pas de groupe, vous pouvez rejoindre un autre groupe. Nous, on a des textes à vous proposer. Et c'est autour de la démocratie. C'est des textes qui ont été commandés par d'autres pays, enfin voilà, qu'on a fait traduire. On a toute une petite bibliothèque de textes. On vous les donne. Et vous avez accès aux salles pour travailler, pour répéter avant ce jour-là. Et ce jour-là, c'est ouvert. Donc ça peut être des groupes amateurs qui existent déjà, mais ça peut être aussi une première fois. On sait qu'on a des habitués, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis nous, par ailleurs, on accompagne aussi des groupes qui présentent aussi des choses ce jour-là. Donc bienvenue. Et puis merci à toute l'équipe de la Comédie. Un grand merci à Romuald Ducrot qui a monté toutes les vidéos, à Julie Linotte pour cette magnifique brochure dont on est très heureux, à Alexis Mullard qui en a écrit les textes. Merci aux artistes, merci aux techniciens et techniciennes qui sont l'âme de cette maison. Et merci à vous pour votre présence et pour votre curiosité, et surtout bonne soirée. À bientôt.